Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine pluriel. Les titres. Le Togo et le Congo renforcent leurs liens de coopération. Faure et Ssozomna Gnassingbé étaient hier en visite officielle de travail à Brazzaville. Des sujets d'intérêt commun et des questions en lien avec la crise sanitaire, des sujets consacrés à la sous-région et aux relations bilatérales ont été évoqués au cours de ce séjour. Passera pas au Kenya. Le projet de réforme constitutionnelle du président Uhuru Kenyatta a été jugé illégal et inconstitutionnel par les juges de la Haute Cour de Nairobi. Selon eux, le président Kenyatta pourrait être même poursuivi s'il le soumettait à un référendum. Le secteur touristique, un des poumons de l'économie nationale, durement frappé par le Covid-19. Un plan de relance mis en place par l'autorité prévoit la réalisation des travaux de réfection et de réhabilitation de certains sites pour accompagner d'éventuels touristes. Notre invité du jour, M. Owi Kwasi, est le directeur général du tourisme. Il nous en parle dans un instant. Et les échos du palais et la revue de presse également à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Renforcement des relations fraternelles, d'amitié et de coopération entre le Togo et la République du Congo-Brazzaville. Le chef de l'État, Faure Ssozomna Gnassingbé, était hier en visite de travail chez son frère et ami Denis Sassou Nguesso. Occasion pour les deux hommes d'État de procéder à un large échange marqué par la convergence de vues sur les questions d'intérêt commun d'ordre bilatéral, régional et multilatéral. Charlotte Ahar. Au plan bilatéral, les deux leaders ont fait le point de la coopération entre le Togo et le Congo et convenu que le niveau des échanges économiques doit être à la hauteur des relations politiques. Un accent particulier a été mis sur le renforcement du partenariat entre les secteurs privés des deux pays. Sur la situation qui prévaut au Tchad, les deux présidents ont exprimé leur attachement à l'unité et à la paix dans ce pays frère en souhaitant une transition inclusive, pacifique et apaisée avec l'appui de la communauté internationale. Concernant la Libye, les présidents Faure Ssozomna Gnassingbé et Denis Sassou Nguesso ont apprécié favorablement les mesures prises par le nouvel exécutif en vue du règlement politique de la situation dans ce pays. À propos des crises politiques et sécuritaires sur le continent, les deux chefs d'État ont apporté leur soutien aux initiatives en cours pour leur règlement rapide. Les deux dirigeants ont passé aussi en revue la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. Ils ont à cet effet réitéré l'appel international pour un accès équitable de tous les pays au vaccin anti-Covid-19. Charlotte Ahar qui nous reviendra. 5e recensement général de la population et de l'habitat au Togo. Après le lancement du projet, place est faite maintenant à l'installation des comités locaux du recensement en vue d'un recensement inclusif. Il s'agit d'actualiser les données démographiques et humaines 10 ans après la dernière opération du genre en 2010. C'est donc dans le cadre des préparatifs de ce 5e recensement général que les membres du comité local de recensement de la préfecture de l'Abina ont été installés hier, vendredi. Joseph Amakwatia Atop Pagouda. Composé de 18 membres, ce comité a pour mission de coordonner l'opération de recensement général de la population et de l'habitat dans la préfecture, d'organiser une campagne de sensibilisation, d'information et de mobilisation de la population pour cette opération d'intérêt national. Ce comité doit également
faciliter l'identification et la mise à disposition des lieux de formation des agents et de stockage du matériel de recensement. Les membres de ce comité vont aussi servir d'intermédiaires en facilitant l'accès du personnel du recensement aux habitats et à la population afin de garantir le succès de l'opération au niveau local. La cérémonie d'installation a été organisée par la direction régionale de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSED de la CARA. Occasion pour M. Abdoulaye Nourindine, directeur régional de l'INSED CARA, de présenter aux membres du comité local du recensement CLR l'importance et les objectifs du recensement, les phases du recensement relatives aux travaux préparatoires et leur rôle et mission. Dans son mot d'installation, le préfet de la BINA, M. Ataba Banoro, a invité les membres du comité local du recensement à s'atteler efficacement à sensibiliser nos populations pour que le résultat issu du 5e recensement général de la population et de l'habitat de la BINA soit complet et réaliste. Pour sa part, le maire de la commune de Bina 1, M. Bamazi Mathiatom Henri, s'est réjoui du projet de ce 5e recensement général de la population et de l'habitat qui permettra aux deux communes de la Bina d'avoir une idée réelle de leur population et de l'habitat afin de mieux planifier les projets de développement de leurs communes respectives. À Top Pagoda, Joseph Amakpacha pour Radio Lomé. Première édition de la fête du pain ce samedi. L'événement entend valoriser cette denrée alimentaire et le savoir-faire togolais en la matière dans toute sa diversité. C'est une initiative de la Chambre régionale des métiers de Lomé en collaboration avec la Pause Fraîcheur, ambassadeur de l'Association internationale Saint-Honoré au Togo. Durant 2 jours, plusieurs activités seront menées. Monsieur Ozoure Kagni Kafoui, président de la Chambre régionale des métiers de Lomé. Au Togo, nous savons généralement qu'il n'y a que 3 pains. Le pain de mie, à savoir le pain sucré et le pain salé. Et en dernière position, les baguettes, comme nous l'avons appelé les sakomi. Il y a plusieurs variantes de pain que nos boulangers fabriquent ici, qui sont méconnaissables de la population. Donc c'est le moment aussi de montrer ces pains à la population et aussi la manière de fabriquer le pain. Il faut qu'on forme les boulangers sur des nouvelles techniques. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que le pain, il y a la pâtisserie aussi. Et vous allez voir avec nos farines locaux, ce que nous faisons avec. Nous voulons aller à la boulangerie professionnelle et en entreprise artisanale. C'est un défi que nous voulons relever. Et voici les chiffres du Covid au Togo depuis hier 14 mai 2021. 6 des 672 personnes testées hier sont positives. Elles portent le nombre total de cas positifs à 13 244. 13 guéris ont été enregistrés, portant le nombre total de guéris de patients guéris de Covid-19 à 11 847. Le nombre total de décès reste inchangé à 125. Le nombre de cas actifs est de 1272. Un total de 321 577 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. À un an du scrutin présidentiel au Mali, le processus électoral continue de diviser alors que les émissaires de la CEDEAO ont livré leurs recommandations aux autorités de la transition. La question de l'organisation des élections reste un point de crispation entre le gouvernement et une large partie de la classe politique et de la société civile. Et c'est dans cette atmosphère que le Premier ministre a donc présenté hier sa démission et celle de son gouvernement au président de transition, Bandao Mokhtar Ouane, a immédiatement été reconduit et chargé de former un nouveau gouvernement faisant plus de place à la classe politique. La démission du Premier ministre Mokhtar Ouane et de son gouvernement intervient après une série de rencontres initiées par le président Ndao en vue de renouer le dialogue politique et social entre les autorités de la transition et les représentants des partis politiques et ceux de la société civile. Toujours au Mali, la principale centrale syndicale du pays entre en grève dès lundi prochain. C'est un mouvement de 96 heures
des travailleurs de l'Union nationale des travailleurs du Mali UNTM après l'échec des négociations entre le gouvernement et la centrale syndicale. Les syndicalistes disent que cette grève pourrait se transformer ensuite en une grève illimitée. La délégation de l'UNTM, qui a musclé son discours, souligne la mauvaise foi de la délégation officielle aux négociations et demande notamment l'harmonisation des primes et de la grille salariale et de tous les travailleurs du pays. Au Kenya, le projet de réforme constitutionnelle du président Uhuru Kenyatta a été jugé illégal par la haute cour de Nairobi. C'est un spectaculaire coup d'arrêt à la réforme constitutionnelle voulue par le président kenyan qui a été donné jeudi par la justice. En effet, le projet baptisé BBI, Building Bridge Initiative, devait être adopté par référendum avant la présidentielle de 2022. Mais un panel de 5 juges a notamment insisté que le processus lancé en 2018 par le chef de l'État pour aboutir à cette réforme était tout simplement illégal. Charlotte Ahar. Tous unanimes, les juges de la Haute Cour de Nairobi ont lu leur arrêt très technique et très détaillé sur le projet de loi BBI. Et leur verdict est clair. Ce projet de réforme des institutions nationales est illégal, inconstitutionnel et donc nul et non avenu. Et l'arrêt de poursuivre que le président Kenyatta pourrait être poursuivi s'il le soumettait à un référendum. Lancé en 2018, le projet BBI entendait pourtant remédier aux problèmes récurrents du Kenya en période électorale. Il prévoyait la création d'un poste de premier ministre nommé par le président, de 2 premiers ministres adjoints et d'un chef officiel de l'opposition, le candidat ayant fini deuxième de l'élection présidentielle. Pour les juges, le groupe de travail à l'origine de ce projet est une entité illégale inconnue de la loi. Du reste, le président, selon eux, n'a pas la possibilité légale de modifier la Constitution, même en passant par un référendum. Ce pouvoir constituant n'appartient qu'au peuple kenyan et non au chef de l'État, affirme-t-il. Le procureur général du Kenya a toutefois annoncé son intention de faire appel de ce jugement, mais tout ce que le Kenya compte d'avocats constitutionnalistes était unanime. L'appel interjecté par le procureur général contre l'arrêt de la Haute Cour de Nairobi a peu de chances d'obtenir gain de cause. Il faudrait pour cela que chacune des 20 violations de la Constitution relevées par les 5 juges de la Haute Cour dans leur décision cinglante contre la BBI soit retoquée. Les défenseurs du projet plaidaient, eux, pour une réforme visant à apaiser les tensions récurrentes au Kenya en période électorale. Pour l'heure, la présidence kenyane n'a rien dit sur l'arrêt de la Haute Cour et Raila Odinga, le principal opposant au président, non plus. Merci à toi, Charlotte Ahar. Les ministres des Affaires étrangères égyptiens et jordaniens se disent préoccupés par l'aggravation du conflit israélo-palestinien. Au cours d'une conversation téléphonique, Sameh Choukri d'Égypte et son homologue jordanien Ayman Safadi ont souligné l'importance de poursuivre le travail sur un moyen immédiat d'arrêter le conflit dans la bande de Gaza et d'empêcher toute provocation israélienne à Jérusalem. Ils ont également souligné la nécessité de reprendre le processus de paix israélo-palestinien qui donnerait un véritable horizon politique pour mettre fin au conflit par une solution juste et durable menant à la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale. La Chine a réussi à poser ce samedi un robot téléguidé sur la planète Mars, une première pour ce pays qui a investi massivement dans son programme spatial ces dernières années pour concurrencer les pays occidentaux et les États-Unis en particulier. Cette réussite fait suite à un premier échec en 2011. D'un poids de 240 kg, le robot doit conduire pendant 3 mois des analyses du sol, de l'atmosphère, prendre des photos et cartographier la planète rouge. Cette mission sur Mars a également pour but de chercher d'éventuels signes de vie passée.
À 12h45, nous passons à la rubrique invité du jour. Le Togo est un pays naturellement touristique. En dépit de sa superficie limitée, il dispose néanmoins d'énormes atouts touristiques. Une diversité de paysages répartis dans chacune des 5 régions qui en fait une Afrique en miniature et une destination de choix par de nombreux touristes. Mais sévèrement touché ces dernières années par la crise sanitaire liée au Covid-19, il tente un programme de relance de son secteur touristique, un secteur qui contribue pour une grande part dans l'économie des nations. Au Togo, le tourisme participe déjà à 4% au PIB. Les acteurs du secteur ambitionnent d'atteindre les 6% l'année prochaine avec le PND. L'économie touristique implique plus d'un secteur dont le transport, le logement, la restauration et bien entendu les achats. Pour relancer le secteur et atteindre cet objectif, inscrit dans le plan national de développement, le ministère de tutelle envisage de réaliser des travaux de réfection et de réhabilitation de certains sites pour accompagner d'éventuels touristes dont la destination s'appelle le Togo. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui M. Wowi Kossi. Il est le directeur général du tourisme. Il nous en parle au micro de Odette Pira. Monsieur Wowi Kossi, bonjour. Bonjour, madame. Le tourisme concourt à l'économie du pays. Alors dites-nous, quelle est sa part dans l'économie nationale? Je voudrais d'abord remercier Radio Lomé pour l'opportunité qu'elle nous offre ce matin pour nous exprimer sur l'évolution du tourisme au Togo. Et ceci au nom du ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs. Effectivement, le tourisme est un secteur d'activité qui contribue à l'économie de beaucoup de pays, et notamment les pays en développement comme le Togo. Au Togo, à l'élaboration du plan national de développement PND 2018-2022, la part du tourisme à l'économie nationale ou au PIB était de 4%. Et dans le PND, on prévoyait augmenter cette part du tourisme au PIB à 6,2%. Nous sommes actuellement en 2020. Nous avons fait des efforts pour que la contribution du tourisme au PIB puisse arriver à 4,9%. Donc, il reste un peu d'efforts à faire pour que en 2022, on atteigne les 6,2%. Au-delà de la contribution du tourisme au PIB, nous avons les chiffres de 2019 qui confirment l'embellie de la croissance du tourisme amorcée depuis 2015. Notamment en termes d'arrivée de touristes, nous étions arrivés en 2019 à 940 000 touristes l'année 2019 avec 54 milliards de francs CFA de recettes hôtelières. Donc, au-delà de tous ces chiffres, l'apport du tourisme à l'économie nationale peut aussi s'illustrer par les effets induits sur le transport, notamment le transport aérien pour les touristes internationaux qui nous arrivent de l'extérieur, le transport terrestre, mais aussi l'agroalimentaire et l'artisanat. Quand les touristes arrivent dans un pays, ils sont logés, ils font la restauration, ils achètent en fin de séjour les objets d'art qui contribuent effectivement à stimuler toutes ces activités sur la chaîne d'exploitation du tourisme. Quels sont les sites touristiques dont dispose le Togo? Le Togo dispose d'une variété de sites touristiques, nonobstant sa petite taille. Nous savons que le Togo est étiré en latitude de la côte jusqu'à la savane. Donc, en termes de sites touristiques, nous avons des sites naturels et des sites culturels. Nous allons les citer rapidement par région. Si nous prenons la région maritime, nous avons la mer et la plage, nous avons le lac Togo, nous avons le musée national, le village artisanal, les marchés, surtout le grand marché de Lomé qui constitue une attraction touristique. Nous avons les monuments, notamment le monument de l'indépendance, la colonne de la paix, le marché aux fétiches, le port autonome de Lomé. Si nous prenons la région des plateaux, c'est la région de la biodiversité. Nous avons les montagnes, nous avons la forêt,
Nous avons les cascades. Les plus grandes cascades se trouvent dans la région des plateaux. Si nous prenons la région centrale, c'était la région du grand parc national Fazao-Malfa-Kassa. C'est vrai que dans les périodes 90, ce parc a subi des dommages, mais les efforts sont faits concomitamment par le ministère chargé de l'environnement et le ministère du tourisme pour pouvoir réaménager ce parc et le rouvrir aux visites. Dans la région de la Kara, nous avons la ville de Kara, nous avons les hauts fourneaux de Bassa, nous avons les forges de Tchare, nous avons le parc Sarakawa qui est visité par les touristes toute l'année. Et ensuite, nous avons le site classé au patrimoine mondial qui est le Kutamaku, un site, un paysage culturel d'habitation traditionnelle classé au patrimoine mondial. La région des Savanes, nous avons les grottes, plus grande est la grotte de Nok, et nous avons les peintures rupestres de Namudjoga et de Kumbeo Loti. Voilà une panoplie de sites naturels et culturels qui intéressent les touristes. Mais nous avons aussi les attractions comme les fêtes traditionnelles qui constituent des moments forts où les touristes arrivent au Togo pour participer à ces fêtes traditionnelles aux côtés de la population locale. Pour avoir accès à ces sites, comment doit se prendre un touriste? En fait, les sites sont libres d'accès. Il y a des sites qui sont gérés par l'administration, notamment les musées. Les musées sont gérés et le site Kutamaku. Il y a des droits d'entrée qui varient de 1500 pour les expatriés à 1000 francs pour les nationaux, 500 pour les jeunes et 200 pour les scolaires. Ce site, il y a les droits d'entrée. Il y a la maison des esclaves qui est gérée par la communauté. Il y a des droits d'entrée, mais la plupart des sites naturels, surtout les cascades, sont gérés par les communautés. Ce que le ministère fait aujourd'hui, c'est d'avancer dans l'aménagement de ces sites-là pour mettre des structures de gestion pour que les touristes ne soient pas astreints à des spéculations sur les droits d'entrée. Donc nous sommes dans cette dynamique-là. Nous avons commencé par aménager la cascade de Wome qui aura une structure de gestion. On va associer aussi la population locale pour que la gestion se fasse de façon judicieuse. Avec le Covid-19, quelle est la situation sur ces sites? Alors, avec le Covid-19, c'est toute la chaîne d'exploitation du tourisme qui a été négativement impactée. Nous savons que le tourisme togolais est souvent vivifié par le tourisme international. Le tourisme des nationaux n'est pas aussi évolué que cela. Donc, avec le Covid-19, la suspension des vols, il y a eu vraiment une baisse de la fréquentation, aussi bien pour le pays, dans les hôtels que sur les sites. Nous espérons qu'avec l'amélioration de la situation sanitaire, que tout cela reprenne à la satisfaction et des opérateurs et des populations locales. Est-ce que le Togo peut espérer accueillir des touristes cette année malgré le coronavirus? De toutes les façons, c'est notre vœu le plus cher. Nous avons l'administration du tourisme, nous avons surtout les opérateurs touristiques, notamment les agences de voyage, les hôteliers, les restaurateurs, les guides sur les sites. Tout le monde attend que l'activité reprenne. Nous espérons très fort que l'amélioration de la situation sanitaire, surtout avec tous les efforts que fournit le gouvernement et les instances mises au niveau sanitaire, puissent vraiment contribuer à l'amélioration de cette situation sanitaire due au Covid pour que l'activité touristique reprenne au Togo. Nous avons bel espoir. Qu'est-ce qui est fait pour accueillir d'éventuels vacanciers au Togo? Alors, d'abord, c'est de pouvoir rassurer. Nous avons élaboré un protocole sanitaire pour rappeler les gestes barrières dans tous les établissements hôteliers et dans les salles de conférence. De toutes les façons, aujourd'hui, il est question de pouvoir vraiment gérer la situation au niveau, par exemple, des halls d'entrée des hôtels. La distanciation physique doit être observée. Au niveau des chambres, l'entretien régulier des chambres est de mise. Au niveau de la restauration, il n'est plus question aujourd'hui, en tout cas
à ce début-là de faire des buffets, mais plutôt de servir directement les clients à la restauration ou de préparer des plateaux individuels pour ces touristes pour que vraiment les règles sanitaires soient respectées. Donc, ces règles doivent rassurer et la clientèle nationale et la clientèle internationale. Et ensuite, nous allons passer par nos moyens traditionnels de promotion, notamment par les sites Internet et de l'administration et des établissements de tourisme pour vraiment faire la publicité pour que l'activité reprenne au Togo. Monsieur le directeur, quelles sont les difficultés du ministère dans la gestion des touristes au Togo? En fait, l'administration est là pour coordonner la fréquentation du pays par les touristes. Les opérateurs touristiques, notamment les agences de voyage, c'est elles qui accueillent les touristes. Il n'y a pas de grandes difficultés à ceci. Seulement, c'est au niveau des statistiques. Les statistiques que nous faisons ici sont des statistiques hôtelières, c'est-à-dire les touristes qui descendent dans les hôtels. Bon, j'ai donné le chiffre de 940 000 touristes 2019. C'est recueilli au niveau des hôtels. Le souhait pour le ministère, c'est de pouvoir avoir la plénitude des entrées des touristes au Togo, notamment les entrées par les frontières terrestres et avoir une idée de la mesure de la fréquentation du pays. Sinon, il n'y a pas de grand problème à accueillir les touristes. Alors, peut-on dire que le secteur du tourisme a de beaux jours devant lui face à cette pandémie? Ah oui, le tourisme a toujours su prouver sa résilience face à certaines crises. Nous avons connu des crises par le passé, par exemple la crise de la grippe aviaire. Cette crise de la pandémie, elle est vraiment une grande crise. Et tout le monde entier souhaite la disparition rapide de cette pandémie pour que les activités du tourisme reprennent. De toutes les façons, c'est le plus grand souhait de tout le monde et nous comptons qu'avec la grâce de Dieu, ça pourrait aller. Qu'attendez-vous donc des touristes qui viennent au Togo? Les touristes qui viennent au Togo, c'est vraiment des rentrées de devises. On en a parlé un peu plus haut. Le tourisme que nous voudrons au Togo, c'est un tourisme durable, c'est-à-dire un tourisme respectueux de l'environnement et respectueux de nos cultures. Donc nous attendons de ces touristes qui arrivent, qui contribuent à la préservation de l'environnement, au respect des cultures des populations et ensuite que vraiment leur entrée puisse profiter au niveau des emplois directs et indirects. Monsieur Louis Kossi, je rappelle que vous êtes le directeur de la promotion touristique. Votre message en guise de conclusion. Au nom du ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, c'est vraiment de donner l'espoir aux opérateurs touristiques, notamment les hôteliers, les restaurateurs et les agents de voyage. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à reprendre les activités. Nous espérons vivement que la situation s'améliore et se renforce davantage. Donc, il n'y a pas de découragement. Nous devons nous souder pour pouvoir reprendre les activités et l'administration et les opérateurs privés du secteur du tourisme. Il n'y a pas de découragement. Nous avons su surmonter les crises et cette crise de coronavirus va être surmontée pour le bien de tout le monde. Monsieur Louis Kossi, merci. Merci, madame. Écho du palais. Affaire de la chefferie traditionnelle dans le village de Katienke, dans la préfecture de Blita. Le nommé Kosibo a été accusé d'homicide volontaire sur un de ses cousins. Ici, l'homicide volontaire, comme son nom l'indique, désigne le fait de tuer une personne de manière volontaire, intentionnelle, délibérée et peu importe les moyens utilisés, que la victime soit consentante ou non. On précise que l'homicide volontaire peut être soit un meurtre, soit un assassinat. L'auteur d'un meurtre est passible d'une sanction pénale de plusieurs années de prison et l'auteur d'un assassinat, infraction considérée comme un meurtre avec circonstances aggravantes, encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Pour le cas qui nous concerne, le sieur Kosibo, traduit devant la cour d'assises, a été condamné à 3 ans de réclusion criminelle. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Le chef coutumier du village de Kachenke à Blita et l'inculpé Kosibo, doyen de la famille Otunku, ont choisi chacun un candidat pour occuper le trône du chef du dit village, resté vacant depuis le décès du précédent chef. Mais finalement, le 29 octobre 2015, lors d'une réunion publique où était également présent le nommé Kosibo, le chef coutumier a proclamé le nommé Doumevi Yao son candidat chef du village sans que Kosibo ait daigné élever la moindre contestation. Le candidat de la famille Otunku, du nom de Otunku Jonas, et tous les autres membres de la dite famille, estimant que la chefferie leur revenait de droit, ont considéré l'attitude passive de leur doyen Kosibo lors de la désignation d'un tierce pour régner sur le village comme de la trahison, ce qui fit naître la mésentente entre ce dernier et ses frères. Ainsi, le 30 octobre 2015, le nommé Otunku Yaoubua, un des cousins de l'inculpé, est allé au domicile de ce dernier pour lui reprocher cette attitude qui a été la sienne lors de la désignation du chef. Une dispute a éclaté entre les deux hommes et le maître de maison, ayant estimé que son interlocuteur allait trop loin dans ses insultes à son égard, est rentré dans sa chambre et en est ressorti avec un fusil de chasse qu'il tira à bout portant sur ce dernier. Celui-ci, touché à la poitrine, tomba et succomba de suite de ses blessures. Amené devant la cour d'assises de Kara pour y être jugé lors de l'audience de mars 2018, Kosibo a dit regretter son acte qu'il n'a pas nié, mais a expliqué qu'il était excédé par les harcèlements moraux et psychologiques exercés contre lui par la victime et n'a donc pas réussi à résister jusqu'au bout. Entendu qu'il n'en demeure pas moins que le crime est constitué et condamné et que son auteur soit maintenu dans les liens de l'inculpation retenue contre lui, le nommé Kosibo, même s'il a bénéficié de circonstances atténuantes, a été condamné par la cour d'assises de Kara à 3 ans de réclusion criminelle. Eh bien, mesdames et messieurs, ce fait nous montre une fois encore qu'il faut toujours se maîtriser lorsque nous sommes en colère. Sous l'effet de la colère, un simple geste de notre part peut nous amener en prison. À samedi prochain. La revue de presse pour clôturer cette édition. À la une des parutions cette semaine, le groupe des 5 composé des ambassadeurs de France, d'Allemagne, des États-Unis, de l'Union européenne et du système des Nations Unies au Togo clarifie sa position vis-à-vis de la dynamique Monseigneur Kodjo, toujours en quête d'alliés pour une revendication d'une prétendue victoire à la dernière présidentielle. Dans le même temps, les autres partis politiques de l'opposition discutent avec le gouvernement de l'organisation des prochaines élections régionales. Léontine Atogima. C'est le correcteur qui le notifie dans ses colonnes. Les partis membres de la concertation nationale des acteurs politiques CENAP se sont retrouvés pour la énième fois le 6 mai dernier pour les échanges autour de l'organisation des élections régionales. Selon l'hebdomadaire, il existerait des points de divergence, notamment sur la recomposition de la CENI et celle des CELI. Ces échanges entre pouvoir et l'opposition se déroulent sans la dynamique Monseigneur Kodjo, alors que le G5 l'a exhorté à participer au débat. Le regroupement, qui se dit vainqueur des dernières élections présidentielles, continue de clamer sa victoire et est à la recherche désespérée d'un soutien international, mentionne Togo Matin. Parmi les soutiens, la DMK comptait sur celui des ambassadeurs de France, d'Allemagne, des États-Unis, de l'Union européenne et de la coordination du système des Nations Unies. Cinglant des aveux du G5 à la DMK, à Doumevi Kodjo et ses compagnons, dos au mur, titre Dunia Le Monde. L'apparition révèle que les diplomates du G5, dans un communiqué conjoint, ont exhorté la dynamique à ne plus publier des communiqués attribuant des déclarations non vérifiées à des membres du G5. Le regroupement de Monseigneur Kodjo ne serait pas à son premier coup d'essai, d'après Togo Matin. Le quotidien privé indique qu'elle s'est faite aussi ridiculiser à l'occasion de la visite du chef de l'État à son homologue français Emmanuel Macron.
Pour la parution, Agboume Kodjo et ses suiveurs ne semblent pas avoir tiré de leçons de leur déboire. La DMK programme des manifestations dans les pays d'Europe pour une grande mobilisation à l'échelle internationale, ajoute le quotidien. D'autres sujets ont également retenu l'attention des parutions. Il s'agit entre autres de la rencontre d'Abidjan sur le Covid-19 et son impact sur les revenus des États africains. La réunion qui a vu la participation de la ministre secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Johnson, du lancement du programme d'action pour le renforcement des contributions des Togolais de l'extérieur, le guichet diaspora, et de l'arrêté ministériel interdisant aux consommateurs des télécommunications d'avoir plus de 3 cartes SIM par opérateur et par abonné. Une décision qui entre en vigueur à partir d'octobre prochain, précise l'Union pour la patrie. En sport, le staff des éperviers a de nouveaux visages. Après le recrutement du sélectionneur Paulo Duarte, la Fédération togolaise de football a fait le choix de désigner un nouveau staff technique et médical. Parmi les arrivants figure l'ancien capitaine de l'équipe nationale, Serge Akapo, note l'équipe. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de magazine Pluriel. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous samedi prochain.